Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre émission SLAP, Salon littéraire africain de Paris, votre revue littéraire panafricaine. Je suis Guillaume Adouvi, fondateur des éditions Ibidoun, maison d'édition de livres orientée vers l'Afrique et ses diasporas, mais également vers toutes les communautés afrodescendantes de l'Amérique, des Antilles et des Caraïbes. C'est un réel plaisir pour moi de partager cette nouvelle édition de votre émission SLAP avec vous. J'introduis la présente édition par une citation de notre illustre personnalité du jour. Je cite: « Ne regrette rien, il faudra toujours continuer à apprendre et à te perfectionner. Et ce n'est pas à l'école que tu pourras le faire. L'école donne des diplômes, mais c'est dans la vie qu'on se forme. Il ne faut jamais oublier que les hommes peuvent atteindre un but commun sans emprunter les mêmes voies. » Fin de citation. Votre rendez-vous littéraire de ce jour vous parle, et vous l'avez déjà deviné, d'Amadou Hampâté Bâ, un illustre écrivain et ethnologue malien. Nous allons rapidement vous faire une présentation historique, géopolitique et économique de son très beau pays, le Mali, pour mieux connaître ce pays également à travers ce digne fils de l'Afrique qu'est Amadou Hampâté Bâ. Donc, la République du Mali tient son nom de l'ancien empire fondé par Soundiata Keïta, l'illustre Soundiata Keïta, le grand, l'immense Soundiata Keïta a fondé l'empire du Mali au XIIIe siècle. Cet empire a connu son apogée au XIVe siècle. Lorsqu'on parle du Mali, on parle aussi de la dynamique de la région, de l'influence de Tombouctou dans l'écriture généralement aussi, puisque lorsqu'on parle de l'Afrique, on dit que l'Afrique a une tradition de l'oralité. C'est vrai, mais aussi l'écriture y est née. L'écriture s'y est développée. Qu'il vous souvienne, les fameux manuscrits de Tombouctou, c'est toujours en Afrique, ça ne s'est pas déplacé. Alors, ces empires ou royaumes importants s'y succédèrent. L'empire du Ghana, l'empire du Mali, l'empire Songhai, le royaume Bambara de Ségou et l'empire Peul du Massina. Et vous verrez que notre invité, l'illustre Amadou Hampâté Bâ, dont nous convoquons l'esprit, la littérature, mais aussi dont nous sollicitons l'éclairage, car cette émission va se terminer par la lecture du dernier message, et même le plus grand message, qu'un sage africain est délivré à la jeunesse pour la postérité. Nous vous lirons sa lettre à la jeunesse africaine, mais pas que, à la jeunesse universelle, à l'humanité. Voilà. L'économie du Mali, de l'Empire, reposait sur l'agriculture, l'élevage et le commerce transsaharien, avec les peuples d'Afrique du Nord intéressés par l'or, le sel et les esclaves, mais aussi la culture. Je vous parlais de Tombouctou tout à l'heure. Oui, c'était le centre névralgique de la culture africaine, orientale, proche orientale.
Donc, revenons à l'histoire. Avec la conquête par la France à partir du début des années 1880, le Mali devint une colonie française le 27 août 1892 sous le nom de Soudan français. Ce nom sera repris dans un décret du 18 août 1890 qui avait également donné ce nom à la région du haut fleuve de la colonie du Sénégal. En 1959, les deux colonies françaises du Soudan français et du Sénégal fondent la Fédération du Mali, qui obtient son indépendance le 20 juin 1960. La fédération éclate 2 mois plus tard, avec le départ des Sénégalais le 20 août 1960. Le 22 septembre 1960, les Soudanais, conduits par le célèbre Modibo Keïta, proclament à leur tour leur indépendance en dehors de la Fédération du Mali, dont ils conservent néanmoins le nom pour leur nouveau pays, République du Mali. Le Mali est un pays de grands hommes. Le Mali est un pays, bien sûr, en développement, comme la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne. Le Mali a, avec 65% de son territoire, est considéré, c'est une immense région désertique ou semi-désertique, à 65% de son territoire. L'activité économique est surtout limitée autour de la région fluviale, irriguée par le fleuve Niger. Toutefois, environ 10% de la population malienne est nomade et environ 80% de celle-ci travaille dans l'agriculture ou la pêche. L'exportation constitue une très importante manne de revenus donc pour le pays. Le Mali dépend parfois, comme la plupart de ses homologues africains, de l'aide étrangère, de la coopération en fait, on va dire ça comme ça. Et souffre aussi, est vulnérable par rapport au phénomène de fluctuation des prix mondiaux, généralement du coton. Mais attention, le Mali n'a pas une monoculture de rente. Il y a le coton, il y a aussi l'agriculture, dans divers produits, les produits vivriers, mais aussi le Mali produit de l'or et exporte de l'or, qui est d'ailleurs, avec le coton, ses principales ressources. Le sous-sol du Mali est donc reconnu par tous pour sa richesse en pierres précieuses et en différents fossiles. Des entreprises multinationales ont développé des opérations de prospection de l'or au Mali, abondamment d'ailleurs, entre 1996 et 1998, avec la découverte de nouveaux gisements, en tout cas l'accroissement de la production aurifère au Mali. Le Mali est le 3e producteur d'or derrière l'Afrique du Sud et le Ghana. Maintenant que nous avons fait connaissance avec le pays, un peu son histoire, nous allons revenir à notre illustre personnalité du jour, Amadou Hampâté Bâ. Amadou Hampâté Bâ est un grand intellectuel malien, très digne fils de l'Afrique, mais aussi a été formé, a été pris sous ses ailes par un autre encore plus grand, un géant spirituel, qui était Tierno Boka. Son maître d'école
mais pas que, son père spirituel. Nous allons également nous souvenir de la mémoire de ce saint homme qui était Tierno Boka, à qui Amadou Hampâté Bâ a consacré une œuvre, sinon toute sa vie. Il a continué à célébrer ce maître. Une magnifique histoire d'amour entre ces deux êtres, liés spirituellement et intellectuellement. Je vous cite un passage de la présentation du livre dédié, consacré à Tierno Boka par Amadou Hampâté Bâ. Au début je cite, au début du XXe siècle, au cœur de l'Afrique, au Mali, la lumière de Dieu a brillé sur un homme, Tierno Bokar, que l'on appelait le sage de Bandiagara. Cheikh de la confrérie soufie Tijaniya, il fut une pure et haute figure non seulement de l'islam en Afrique noire, mais de la spiritualité universelle. Fin de citation. Maintenant, nous nous sommes souvenus aussi du cheikh Tierno Boka, avec une citation, on va dire un questionnement à l'être, à l'individu, à l'humain de sa part, que je vais vous citer. Je cite, « Ton devoir est de chercher quelle est ton existence réelle. Qui es-tu? D'où viens-tu? Pourquoi as-tu été créé? En quoi consiste ton bonheur? En quoi consiste ton malheur? » Cette citation, bien sûr, comme je vous disais, est de Cheikh Tierno Boka, également appelé le sage de Bandiagara. Vous voyez, nous sommes dans la sagesse et nous demeurons dans la sagesse toute cette édition-là. Je vais vous rappeler quelques conseils très précieux de la mère de Amadou Hampâté Bâ à son fils. Je cite, « Rends le plus de services que tu pourras et demande-en le moins possible. Fais-le sans orgueil et ne sois jamais ingrat ni envers Dieu, ni envers les hommes. Sois fidèle dans tes amitiés et fais tout pour ne pas blesser tes amis. Ne te bats jamais avec un homme plus jeune ou plus faible que toi. » Quelle sagesse! Amadou Hampâté Bâ, nous le connaissons, nous l'avons découvert comme un conteur, un écrivain, un poète, ethnologue, chef spirituel donc, disciple de Tierno Boka, Cheikh Tierno Boka. Amadou Hampâté Bâ s'est fait connaître aussi en tant que numérologue, mais il a exercé en tant que diplomate et chercheur, anthropologue. Lui-même se définissait comme le diplômé de la grande université de la parole enseignée à l'ombre des baobabs. Ayant traversé le siècle, car l'histoire nous dit qu'il naquit en 1900 et parfois on nous donne 1901. Mais nous savons qu'il est décédé avec certitude en 1991. Donc il a traversé le siècle, mais également des chemins peu habituels pour accéder aux sphères élevées de la connaissance. Il s'est chargé de passer son relais à nous tous, puisqu'il a délivré son testament à l'humanité, à la jeunesse.
dans sa lettre que je vous lirai tout à l'heure. Nous sommes tous ses enfants. Et même nos plus jeunes frères, nos petits-enfants demain demeureront, car il suffira de lire et de s'inspirer de cette lettre que j'invite les enseignants d'Afrique à travailler en classe avec leurs élèves. Une magnifique lettre que je vous lirai tout à l'heure. Donc, il disait, il s'est chargé de passer son relais à nous autres, quelles que soient nos croyances, notre couleur de peau ou notre âge. Amadou Hampâté Bâ, comme je le disais, est né en 1900 ou en 1901. Vous savez, à l'époque, c'était compliqué. Parfois, les gens naissaient et on attendait 2-3 ans avant de faire même leur jugement, leur acte de naissance. Et c'est pour ça qu'en Afrique, on a beaucoup de parents encore aujourd'hui qui ont des jugements supplétifs, comme on dit. Et c'était une invention du colon, une trouvaille, on dira, qui permet quand même de situer les gens par rapport à leur âge ou leur niveau d'âge. Donc, il est né, on va dire en 1901, au Mali, à Bandiagara. Et il est mort en 1991. Comme je vous le disais tout à l'heure, il me semble que c'est le 15 mai 1991. Nous allons revenir tout à l'heure. Cette émission lui est consacrée entièrement. Enfant de Hampâté Bâ et de Kadija Paté Poulo Diallo, il est descendant d'une famille Peul noble. Après la mort de son père, Amadou Hampâté Bâ l'enfant sera adopté par le second époux de sa mère, Tidjani Amadou Ali Thiam, de l'ethnie Toucouleur. Il fréquente d'abord l'école coranique de Tierno Bokar, avant d'être réquisitionné d'office pour l'école française à Bandiagara, puis à Djenné. Mais en 1915, l'adolescent Amadou Hampâté Bâ se sauvera de l'école pour aller rejoindre sa mère à Kati, où il préférera reprendre ses études à Kati. Donc, un grand besoin de rester avec sa maman. Normal. En 1921, il refuse d'entrer à l'école normale de Gorée. William Ponty. À titre de punition, le gouverneur l'affecte à Ouagadougou en qualité d'écrivain temporaire à titre exceptionnellement ou essentiellement précaire et révocable. De 1922 à 1932, il occupa plusieurs postes dans l'administration coloniale en Haute-Volta, notamment l'actuel Burkina Faso, puis jusqu'en 1942 à Bamako dans son pays. En 1933, il obtint un congé de 6 mois qu'il passera auprès de Tierno Boka, son maître spirituel. Je vous disais que c'est une histoire d'amour paternel, filial entre ces deux êtres. Très sage. En 1942, Amadou Hampâté Bâ fut affecté à l'Institut d'Afrique noire, l'IFAN, de Dakar au Sénégal, grâce à la bienveillance de son directeur de l'époque, un certain Théodore Monod, le célèbre professeur, ethnologue, anthropologue, tous les logs, il était immense, Théodore Monod. Il y effectue à l'IFAN des enquêtes ethnologiques et recueille les traditions orales. En 1960, à l'indépendance du Mali, Amadou Hampâté Bâ fonde l'Institut des sciences humaines
à Bamako et représente son pays à la conférence générale de l'UNESCO. En 1962, il est élu membre du conseil exécutif de l'UNESCO. En 1966, il participa à l'élaboration d'un système unifié pour la transcription des langues africaines et en 1970, prit fin son mandat à l'UNESCO. Il se consacra à d'autres préoccupations. Amadou Hampâté Bâ, à qui on attribue la phrase désormais très célèbre que tout le monde connaît. Je cite, « En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. » Fin de citation. En réalité, il n'avait pas dit ça comme ça. En réalité, il avait dit ceci, que je vous cite, pour restituer dans le contexte historique également. Je cite, « Je considère la mort de chacun de ces traditionalistes comme l'incendie d'un fonds culturel non exploité. » Fin de citation. C'était le 1er décembre 1960. Amadou Hampâté Bâ était le représentant de son pays, le Mali, à la conférence générale de l'UNESCO. Et c'est à cette occasion qu'il prononça son discours avec cette phrase que je viens de vous restituer dans son contexte historique et dans sa véracité. Amadou Hampâté Bâ a adressé à la jeunesse mondiale, comme je vous le disais tantôt, une lettre que je vais vous lire tout de suite. Six ans avant sa disparition, survenue en 1991, le 15 mai 1991, l'écrivain malien Amadou Hampâté Bâ, comme je vous le disais, écrivit une lettre à la jeunesse mondiale. Très touchant. Je le cite, je vous lis la lettre tout de suite. « Celui qui vous parle est l'un des premiers-nés du XXe siècle. Il a donc vécu bien longtemps et, comme vous l'imaginez, vu et entendu beaucoup de choses de par le vaste monde. Il ne prétend pas, pour autant, être un maître en quoi que ce soit. Avant tout, il s'est voulu un éternel chercheur, un éternel élève. Et aujourd'hui encore, sa soif d'apprendre est aussi vive qu'au premier jour. Il a commencé par chercher en lui-même, se donnant beaucoup de peine pour se découvrir et se bien connaître afin de se reconnaître en son prochain et l'aimer en conséquence. Il souhaiterait que chacun de vous fasse autant. Après cette quête difficile, il entreprit de nombreux voyages à travers le monde. Afrique, Proche-Orient, Europe, Amérique. En élève sans complexe ni préjugés, il sollicita l'enseignement de tous les maîtres et de tous les sages qu'il lui fut donné de rencontrer. Il se mit docilement à leur écoute. Il enregistra fidèlement leurs dires et analysa objectivement leurs leçons, afin de bien comprendre les différents aspects de leur culture. Car le grand problème de la vie, c'est la mutuelle communication. Certes, qu'il s'agisse des individus, des nations, des races ou des cultures, nous sommes tous différents les uns des autres. Mais nous avons tous quelque chose de semblable aussi. Et c'est ce qu'il faut chercher pour pouvoir se reconnaître en l'autre et dialoguer avec lui. Alors, nos différences, au lieu de nous séparer, deviendront complémentarité et source d'enrichissement
personnel. De même que la beauté d'un tapis tient à la variété de ses couleurs, la diversité des hommes, des cultures et des civilisations fait la beauté et la richesse du monde. Combien ennuyeux et monotone serait un monde uniforme où tous les hommes, calqués sur un même modèle, penseraient et vivraient de la même façon. N'ayant plus rien à découvrir chez les autres, comment s'enrichirait-on soi-même? À notre époque, si grosse de menaces de toutes sortes, les hommes doivent mettre l'accent non plus sur ce qui les sépare, mais sur ce qu'ils ont de commun, dans le respect de l'identité de chacun. La rencontre et l'écoute de l'autre est toujours plus enrichissante, même pour l'épanouissement de sa propre identité, que les conflits et les discussions stériles pour imposer son propre point de vue. Un vieux maître d'Afrique disait « Il y a ma vérité et ta vérité, qui ne se rencontrent jamais. La vérité se trouve au milieu. Pour s'en approcher, chacun doit se dégager un peu de sa vérité pour faire un pas vers l'autre. » Jeunes gens, derniers-nés du XXe siècle, vous vivez à une époque à la fois effrayante par les menaces qu'elle fait peser sur l'humanité et passionnante par les possibilités qu'elle ouvre dans le domaine des connaissances et de la communication entre les hommes. La génération du XXIe siècle connaîtra une fantastique rencontre des races et d'idées. Selon la façon dont elle assimilera ce phénomène, elle assurera sa survie ou provoquera sa destruction par des conflits meurtriers. Dans ce monde moderne, personne ne peut plus se réfugier dans sa tour d'ivoire. Tous les États, qu'ils soient forts ou faibles, riches ou pauvres, sont désormais interdépendants, ne serait-ce que sur le plan économique ou face au danger d'une guerre internationale. Qu'ils le veuillent ou non, les hommes sont embarqués sur un même bateau. Qu'un ouragan se lève et tout le monde sera menacé à la fois. Ne vaut-il pas mieux essayer de se comprendre et de s'entraider mutuellement avant qu'il ne soit trop tard? L'interdépendance même des États impose une complémentarité indispensable des hommes et des cultures. De nos jours, l'humanité est comme une grande usine où l'on travaille à la chaîne. Chaque pièce, petite ou grande, a un rôle défini à jouer qui peut conditionner la bonne marche de toute l'usine. Actuellement, en règle générale, les blocs d'intérêt s'affrontent et se déchirent. Il vous appartiendra peut-être, aux jeunes, de faire émerger peu à peu un nouvel état d'esprit davantage orienté vers la complémentarité et la solidarité, tant individuelle qu'internationale. Ce sera la condition de la paix, sans laquelle il ne saurait y avoir de développement. Je me tourne maintenant vers vous, jeunes Africains noirs. Peut-être certains d'entre vous se demandent-ils si nos pères avaient une culture, puisqu'ils n'ont pas laissé de livres. Ceux qui furent pendant si longtemps nos maîtres à vivre et à penser, n'ont-ils pas presque réussi à nous faire croire qu'un peuple sans écriture et sans culture? Mais il est vrai que le premier soin de tout colonisateur, quel qu'il soit, à toutes les époques et d'où qu'il vienne, a toujours été de défricher vigoureusement le terrain et d'en arracher les cultures locales, afin de semer à l'aise ses propres valeurs. Heureusement, grâce à l'action de chercheurs tant africains qu'européens,
Les opinions ont évolué en ce domaine et on reconnaît aujourd'hui que les cultures locales sont des sources authentiques de connaissances et de civilisation. La parole n'est-elle pas, de toute façon, mère de l'écrit? Et ce dernier n'est-il pas autre chose qu'une sorte de photographie du savoir et de la pensée humaine? Les peuples des races noires, n'étant pas des peuples d'écriture, ont développé l'art de la parole d'une manière toute spéciale. Pour n'être pas écrite, leur littérature n'en est pas moins belle. Combien de poèmes, d'épopées, de récits historiques et chevaleresques, de contes didactiques, de mythes et de légendes aux verbes admirables se sont ainsi transmis à travers les siècles, fidèlement portés par la mémoire prodigieuse des hommes de l'oralité, passionnément épris de beaux langages et tous poètes. De toute cette richesse littéraire en perpétuelle création, seule une petite partie a commencé d'être traduite et exploitée. Un vaste travail de récolte reste encore à faire auprès de ceux qui sont les derniers dépositaires de cet héritage ancestral, hélas, en passe de disparaître. Quelle tâche exaltante pour ceux d'entre vous qui voudront s'y consacrer. Mais la culture, ce n'est pas seulement la littérature orale ou écrite, c'est aussi et surtout un art de vivre, une façon particulière de se comporter vis-à-vis de soi-même, de ses semblables et de tout le milieu naturel ambiant. C'est une façon de comprendre le rôle et la place de l'homme au sein de la création. La civilisation traditionnelle, je parle surtout de l'Afrique de la savane, au sud du Sahara, que je connais plus particulièrement, était avant tout une civilisation de responsabilité et de solidarité à tous les niveaux. En aucun cas, un homme, quel qu'il soit, n'était isolé. Jamais on n'aurait pas laissé une femme, un enfant, un malade ou un vieillard vivre en marge de la société, comme une pièce détachée. On lui trouvait toujours une place au sein de la grande famille, où même l'étranger de passage trouvait gîte et nourriture. L'esprit communautaire et le sens du partage présidaient à tous les rapports humains. Le plat de riz, si modeste fût-il, était ouvert à tous. L'homme s'identifiait à sa parole, qui était sacrée. Le plus souvent, les conflits se réglaient pacifiquement grâce à la palabre. Se réunir pour discuter, dit l'adage, c'est mettre tout le monde à l'aise et éviter la discorde. Les vieux, arbitres respectés, veillaient au maintien de la paix dans le village. Paix, la paix seulement, sont les formules clés de toutes les salutations rituelles africaines. L'un des grands objectifs des initiations et des religions traditionnelles était l'acquisition par chaque individu d'une totale maîtrise de soi et d'une paix intérieure sans laquelle il ne saurait y avoir de paix extérieure. C'est dans la paix, et dans la paix seulement, que l'homme peut construire et développer la société. Alors que la guerre ruine en quelques jours ce que l'on a mis des siècles à bâtir. L'homme était également considéré comme responsable de l'équilibre du monde naturel environnant. Il lui était interdit de couper un arbre sans raison, de tuer un animal sans motif valable. La terre n'était pas sa propriété, mais un dépôt sacré confié par le Créateur et dont il n'était que le gérant.
Voilà une notion qui prend aujourd'hui toute sa signification. Si l'on songe à la légèreté avec laquelle les hommes de notre temps épuisent les richesses de la planète et détruisent ses équilibres naturels. Certes, comme toute société humaine, la société africaine avait aussi ses excès et ses faiblesses. C'est à vous, jeunes gens et jeunes filles, adultes de demain, qu'il appartiendra de laisser disparaître d'elles-mêmes les coutumes abusives, tout en sachant préserver les valeurs traditionnelles positives. La vie humaine est comme un grand arbre et chaque génération est comme un jardinier. Le bon jardinier n'est pas celui qui déracine, mais celui qui, le moment venu, sait élaguer les branches mortes et, au besoin, procéder judicieusement à des greffes utiles. Couper le tronc d'arbre serait se suicider, renoncer à sa personnalité propre pour endosser artificiellement celle des autres, sans y parvenir jamais tout à fait. L'art encore, souvenons-nous de l'adage. Le morceau de bois a beau séjourner dans l'eau, il flottera peut-être, mais jamais il ne deviendra caïman. Soyez, jeunes gens, ce bon jardinier qui sait que, pour croître en hauteur et étendre ses branches dans toutes les directions de l'espace, un arbre a besoin de profondes et puissantes racines. Ainsi bien enraciné en vous-même, vous pourrez sans crainte et sans dommage vous ouvrir vers l'extérieur, à la fois pour donner et pour recevoir. Pour ce vaste travail, deux outils vous sont indispensables. Tout d'abord, l'approfondissement et la préservation de vos langues maternelles. Véhicule irremplaçable de nos cultures spécifiques. Ensuite, la parfaite connaissance de la langue héritée de la colonisation. Pour nous, la langue française, tout aussi irremplaçable, non seulement pour permettre aux différentes ethnies africaines de communiquer entre elles et de se mieux connaître, mais aussi pour nous ouvrir à l'extérieur et nous permettre de dialoguer avec les cultures du monde entier. Jeunes gens d'Afrique et du monde, le destin a voulu qu'en cette fin du XXe siècle, à l'aube d'une ère nouvelle, vous soyez comme un pont jeté entre deux mondes. Celui du passé où de vieilles civilisations n'aspirent qu'à vous léguer leurs trésors avant de disparaître, et celui de l'avenir, plein d'incertitudes et de difficultés. Certes, mais riche aussi d'aventures nouvelles et d'expériences passionnantes. Il vous appartient de relever le défi et de faire en sorte qu'il y ait non rupture militante, mais continuation sereine et fécondation d'une époque à l'autre. Dans les tourbillons qui vous emportent, souvenez-vous de vos vieilles valeurs de communauté, de solidarité et de partage. Et si vous avez la chance d'avoir un plat de riz, ne le mangez pas tout seul. Si des conflits vous menacent, souvenez-vous des vertus du dialogue et de la palabre. Et lorsque vous voudrez vous employer, au lieu de consacrer toutes vos énergies à des travaux stériles et improductifs, pensez à revenir à la mer, la terre, à notre mère, la terre, notre seule vraie richesse, et donnez-lui tous vos soins afin que l'on puisse en tirer de quoi nourrir tous les hommes. Bref, soyez au service de la vie sous tous ses aspects. Certains d'entre vous diront peut-être, c'est trop nous demander. Une telle tâche nous dépasse. Permettez au vieil homme que je suis de vous confier un secret. De même qu'il n'y a pas de petit incendie, tout dépend de la nature du combustible rencontré.
Il n'y a pas de petit effort. Tout effort compte et l'on ne sait jamais au départ de quelle action apparemment modeste sortira l'événement qui changera la face des choses. N'oubliez pas que le roi des arbres de la savane, le puissant et majestueux baobab, sort d'une graine qui, au départ, n'est pas plus grosse qu'un tout petit grain de café. Voici donc le testament laissé à la jeunesse mondiale et africaine par Amadou Hampâté Bâ. Très ému encore, c'est la 4e fois que je lis cette lettre. Et voilà, ça me transporte toujours. Oui, voici donc le testament laissé à la jeunesse par Amadou Hampâté Bâ. À l'humanité tout entière, il laissera en héritage une impressionnante bibliographie, dont nous vous conseillons d'ailleurs quelques œuvres. L'Empire Peul du Massina, publié en 1955, nouvelle édition en 1984. Vie et enseignement de Tierno Boka, le sage de Bandiagara, publié en 1957, réécrit en 1980, adapté au théâtre par Peter Brook en 2003. Kaïdara, récit initiatique Peul, publié en 1969. Aspect de la civilisation africaine, publié en 1972. L'étrange destin de Wangrin, publié en 1973, qui reçut le Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 1974. L'éclat de la grande étoile, publié également en 1974. Jésus vu par un musulman. Jésus vu par un musulman, publié en 1976. Petit Baudiel, Conte Peul et version en prose de Kaïdara, publié en 1976. Ndjedo Dewal, Mère de la calamité, publié en 1985. Conte fantastique et initiatique Peul. Ce que vaut la poussière, Conte et récit du Mali, publié en 1987. Amadou Hampâté Bâ se consacra alors entièrement à son travail de recherche et d'écriture. Les dernières années de sa vie, il les passera à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à classer ses archives accumulées durant sa vie sur les traditions orales d'Afrique de l'Ouest, ainsi qu'à la rédaction de ses mémoires. Son œuvre, Amkoulel, l'enfant Peul, et une autre œuvre, Oui, mon commandant, et Il n'y a pas de petite querelle, publié en 2000, seront en fait des œuvres publiées à titre posthume après sa mort, puisqu'il est décédé le 15 mai 1991. Donc, il a traversé le siècle. Et il était plein de sagesse encore jusqu'au dernier moment. Amadou Hampâté Bâ a reçu de nombreuses distinctions. Et la postérité lui a également et continue à lui rendre culte. La preuve, nous sommes là. En 1974, il a reçu le Grand Prix littéraire d'Afrique noire, comme je le disais. Mais d'abord en 1975, l'Académie française lui décerna la médaille d'argent du prix de la langue française pour ses services rendus à la langue française au dehors, c'est-à-dire en dehors de la France. Et il disait sa fierté de partager en commun avec beaucoup d'autres la langue française, car entre nous, nous savons très bien, peut-être que nous n'évaluons pas assez les difficultés. Si chacun devrait parler
dans son dialecte, dans sa langue vernaculaire, on ne se comprendrait pas beaucoup. Donc, heureusement, peut-être il y a que nous avons en commun l'usage d'autres langues qui sont aussi des langues internationales, telles que le français, l'anglais, et pourquoi pas l'espagnol, le portugais, le russe et autres, qui sont des langues internationales. Mais, ceci dit, il y a aussi des langues à portée internationale et même universelle en Afrique. Et je fais référence à la langue Yoruba. Le Yoruba, qui est généralement parlé aussi dans des espaces très peuplés, tels que le Brésil, mais aussi aux États-Unis. On a vu dans les communautés noires, en Louisiane et ailleurs, et le Cuba, Porto Rico et tout ça, où il y a encore un usage euh, très poussé de la langue française. Et sans oublier que cette langue, de la langue Yoruba. Et le Yoruba, bien sûr, venant du Nigeria, et qui est généralement parlé aussi au Bénin, Togo et au Ghana. Donc, et, et en Afrique australe, il y a aussi le Swahili qui est parlé, qui est une langue à portée internationale. Voilà. Mais bon, nous échangeons aujourd'hui et je vous parle en français, vous m'écoutez. Et il me serait difficile de vous parler le lingala que je ne comprends pas, ou de comprendre le lingala que vous allez me parler, ou une autre langue bantoue, ou même de l'Afrique de l'Ouest. Voilà ce qu'il mettait en erzeg dans sa lettre, Amadou Hampâté Bâ. Soyons fiers de nos acquis et essayons de les partager ensemble avec d'autres, surtout dans la compréhension des peuples pour un monde de plus en plus métissé. Et le métissage, ce n'est pas que... non, le métissage, c'est sur beaucoup de choses. C'est aussi dans les arts sportifs, dans les arts culinaires, c'est aussi dans les échanges. Bon, voilà, c'est ça. Essayer de comprendre l'autre. Dans le 10e arrondissement de Paris, il y a un square qui a été dédié à Amadou Hampâté Bâ en hommage dans le 10e arrondissement de Paris. Et au Sénégal, il y a une université qui porte son nom. Et une pièce de théâtre a été consacrée à son héritage également. Donc, voilà pour cet illustre africain, mais pas que. Cet homme qui appartient dorénavant à toute l'humanité. Parce qu'il était d'abord humaniste lui-même et il aimait profondément les hommes. C'est ce qu'il faut retenir. Et surtout, son Afrique, sa culture et ses traditions. La culture, la tradition de l'oralité. Et il était aussi un des gardiens de cette oralité, mais aussi de la transcription de ces savoirs et connaissances endogènes dont nous bénéficions encore aujourd'hui. Je n'ai qu'une envie de dire que, voilà, paix à son âme, et que d'abord sa famille biologique, ses enfants, ses amis, ses petits-enfants soient fiers de lui, parce que moi je suis très fier de lui. Paix à son âme. Chères auditrices et chers auditeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ainsi s'achève notre émission de ce jour. Je vous remercie pour votre attentive écoute. C'était Guillaume Adoui, fondateur des éditions Ibidoun, maison d'édition de livres, orientée vers l'Afrique et ses diasporas, mais également vers toutes les communautés afro-descendantes de l'Amérique, des Caraïbes et des Antilles. Je vous demanderai une faveur, c'est de bien vouloir vous abonner à notre page afin de garder contact avec nous et d'être alerté pour nos prochaines publications, mais aussi de participer et de nous faire des suggestions si vous voulez. Ce sera un plaisir. Nous aurons également plaisir à vous accompagner dans vos projets éditoriaux. Si vous en avez, vous nous contactez
et ce sera un plaisir pour nous de vous accompagner pas à pas jusqu'à la publication de votre ouvrage. Je vous remercie encore, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Vous pouvez me retrouver d'ailleurs sur la radio panafricaine L'Afrique d'une seule voix, dans l'édition Odyssée dans nos oreilles, les lundis, mercredis et vendredis. Sinon, c'est une émission qui passe du lundi au vendredi. Donc, le mardi et le jeudi, vous allez retrouver ma consoeur Chancel Florence, qui sera aux commandes de cette émission. À très bientôt donc.